On fait pas toujours juste ce qu'on voulait faire, mais il faut essayer de pas trop se tromper. Avec toutes les servitudes familiales, d'affaires, tout ce que ça prend comme temps, dans le cadre du bénévolat, parce que nous, c'était du bénévolat, eh ben, si tout ça n'était pas animé par une passion débordante et sans limite, je pourrais pas tenir. Je pourrais pas tenir. C'est même pas normal que je sois là. C'est même pas normal que je sois là, mais je suis là quand même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Aujourd'hui, nous recevons exceptionnellement un président et pas n'importe lequel. Certains marquent une époque, d'autres laissent une trace aussi glorieuse que sulfureuse. Et puis, il y a ceux dont le nom se confond avec le club lui-même. Notre invité appartient bien sûr à cette catégorie. Licencié au club dès les années 40, il arrive à la tête du FC Metz en 1967 à seulement 34 ans. Ce jeune entrepreneur passionné de mécanique, de camions et triple champion de France de moto allait écrire une histoire unique, 5 décennies de fidélité sans faille au Grenat. Avec lui, le FC Metz a tout connu, 2 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, un titre de champion de France perdu pour 5 petits buts et 35 saisons consécutives en Division 1 comme on l'appelait à l'époque. Mais au-delà des trophées, notre invité a incarné une manière d'être, bienveillance, humilité et discrétion, un président proche de ses joueurs, parfois un père de substitution, toujours un homme de cœur qui faisait tout lui-même. Simplicité, passion et flair, il sentait les coups, il avait ce nez pour dénicher des joueurs de talent comme un Jules Bocandé ou un Robert Pires et répétait « Moi je suis là pour le football et par le football ». En 2009, après 37 ans de présidence, notre invité a tourné la page sans pour autant fermer le livre qu'il continue d'écrire. Sa silhouette, son accent, son sourire et son amour inconditionnel du FC Metz sont restés gravés dans la mémoire collective en Lorraine comme dans le football français dans son entièreté. C'est donc avec un immense plaisir et un profond respect que nous recevons aujourd'hui celui qui, au final, pourrait comme un amoureux du football, un football en voie de disparition, qui sent la saucisse, un football d'erreurs d'arbitrage, de pelouse cabossée et de souvenirs pleins de nostalgie. Notre invité aujourd'hui, c'est Carlo Molinari. Carlo, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des légendes à 2 titres. Premièrement, tu es le premier président de club qu'on accueille et en plus le premier sur ce club sur lequel on n'avait pas suffisamment investi, le FC Metz. Ça va être une heure intense entre nous. Mets-toi bien à l'aise et j'espère que tu vas bien profiter de cet entretien. Merci tout plein pour cet honneur que vous voulez me faire là. Je me retrouve premier sur vos réseaux, on va dire. Eh bien, si vous voulez, on peut commencer le match. Premier coup de sifflet, on va commencer. Alors Carlo, est-ce que tu peux nous raconter d'où est venue cette passion pour le foot? Toi qui as commencé d'abord comme champion de motocross, comme fan de mécanique, comment le football t'a pris aux tripes? Au départ, ma passion, elle est venue du fait que, comme l'indique mon nom, d'origine italienne, on est forcément dans les moteurs, dans le football, dans tout ce qui est le sport. Je suis né à Villerue en 1933, comme vous le savez. Qu'à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, mes parents, donc à la déclaration de la guerre, ou du moins plus exactement à l'arrivée des Allemands à Metz, ma maman, elle a eu peur des Allemands. Je pense qu'elle a eu raison, mais enfin, c'est bien. Euh, et donc, pour me mettre à l'abri, ils m'ont mis chez mes grands-parents en Italie du Nord, le lac Majeur, qui est frontalier avec la Suisse. Donc de là, bien sûr, à 6 ans, ma tante et ma grand-mère me prennent en charge. La première porte dans les écoles italiennes. Me voilà parti, bien sûr, dans le processus écolier, etc. Et là, déjà, je joue au foot à l'âge de 12, 13, 14 ans. On avait un club dans le village même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à taper dans le ballon. Tout en sachant que j'avais un regard tout particulier pour tout ce qui était moto, camion, voiture, ça m'attirait.
dans la mesure où mon père était lui aussi un passionné de ces sports et qu'il avait lui-même couru en moto dans son très jeune âge en Italie. J'ajoute que mon père aussi était un footballeur, dans la mesure où il a participé à quelques matchs de sélection avec l'équipe d'Italie militaire, avec un certain Neo Rocco, qui a été un des grands entraîneurs après de gros clubs italiens tels que Milan AC, Torino, etc. Gaucher, arrière gauche. Voilà. Alors, mon histoire, elle démarre comme ça. Il arrive un moment où j'ai plus spécialement envie d'aller à l'école. Je peux pas le dire à mes petits-enfants, mais ils le savent. Alors, D'accord. j'ai On pu leur dit rien. Entre-temps, ma maman était rentrée de France et à l'âge de 15 ans et demi, je décide de plus aller à l'école. Arrivé à convaincre ma mère que j'allais plus à l'école, grosse affaire et compliquée. Un beau matin, puisque je devais me lever pour aller à l'école vers 6h30 pour prendre un bus à 7h30 ou 7h15, je m'enferme dans ma chambre. Je mets l'armoire devant la porte. Alors, ma mère d'un côté, bien sûr, et moi de l'autre, et je lui explique à travers la porte que ma carrière à l'école est terminée. Ah, c'est la manière forte. Sachant que j'avais déjà dans la tête de rejoindre dès le lendemain de mon abandon d'études, j'avais l'intention et j'avais préparé mes plans pour aller rejoindre mon oncle qui est transporteur et forcément, ça correspondait à ce que j'appellerais le rêve de ma vie. Alors, j'ai fait un contrat moral avec ma mère à travers la porte. J'ouvre la porte, je sors, mais demain, je rejoins Sandro, l'oncle. J'étais hyper décidé, elle a bien vu que ça servait pas à grand chose. De là, je suis allé effectivement tout de suite enfiler un bleu et nettoyer des pièces au pinceau avec du gasoil. C'est une affaire comme une autre, hein. C'est comme ça. C'est passion, ça se commande pas. On les a en choix. Et donc, elle se dit comment je vais me sortir dedans avec le zèbre là. Elle appelle mon père qui lui était resté et lui dit écoute, je crois que on va avoir un problème avec Carlo. Il veut plus aller à l'école. D'ailleurs, il est pas du tout à l'école. Il y va plus. Il est chez ton frère à nettoyer des camions. Je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et mon père dit à ma mère ben, mais je viens le chercher. Ah oui. Alors, bon. Alors là, tu stresses un peu? Oui et non, j'étais pas forcément non plus, je savais pas où j'allais parce que j'avais quitté la France à 6 ans, ça faisait pratiquement 10 ans. J'avais pas trop, mais j'avais un peu une certaine curiosité en même temps, et un peu de stress parce que avec mon oncle, j'étais vraiment très à l'aise, on va dire, tout en travaillant sérieusement quand même. Ben mon père vient me récupérer et me voilà arrivé à Metz. Donc, il te récupère vraiment, il te ramène dans ses bagages. Ah oui, oui, il me récupère. Lui, entre-temps, il avait formé une famille recomposée, on va dire, avec un frère et une sœur, ou deux mes frères et demi-sœurs. On disait à l'époque demi, maintenant on dit entier. Oui, maintenant on enlève une Non, partie de la partie. c'est comme ça. Donc, j'arrive, entre guillemets, dans une nouvelle famille, quoi. Mais en même temps, on habitait Nancy et moi, je reste à Metz parce que j'étais chez des amis qui m'ont hébergé et qui étaient très proches également de mon père, pour éviter de faire les allers-retours tous les matins pour aller au boulot, parce que j'ai commencé tout de suite, évidemment, pour recommencer à laver les pièces à Metz. Ça a été évidemment très important pour moi. Les pièces avaient sur l'un de leur importance. Mais alors, le trajet Metz, enfin le trajet du lac majeur d'Italie du Nord à Metz, avec ton papa, comment ça se passe? Est-ce qu'il est, il est content de toi? Il est fier de ta détermination? Est-ce qu'il est déçu que tu veuilles arrêter l'école? Non, je pense que ça s'est bien passé parce que mon père était quand même assez
allez, on va dire pragmatique. Et puis, d'un autre côté, il savait que j'allais vite m'intégrer dans le contexte parce que je connaissais ma passion pour tout ce qui était les camions, les autos et les motos et tout ce que, il y avait tout ça pour me rendre heureux, quoi. Il y a juste eu un moment où on a eu un désaccord, avec mon père, c'est que il me dit, bah, écoute, maintenant que tu es là, je vais t'inscrire à l'école professionnelle. J'ai dit, pardon? C'est pas comme ça que c'était convenu. Il me dit, non, non, mais il faut que tu ailles à l'école. Ben, je dis, tu te rends pas compte, je sais même plus écrire, moi. J'ai jamais écrit un mot de français. J'ai fait le français au cours moyen en Italie. Quand on fait un français dans un cours moyen ou en français ou une autre langue, imaginez un peu ce qu'on peut y retenir. Alors, moyennant quoi, d'un coup, j'arrive en Italie, j'ai pas un mot d'italien. 10 ans après, j'ai complètement abandonné la langue. Donc, il me fallait recommencer. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à l'école, moi? Et je vais à l'école pour quoi faire? Je sais même pas écrire. Et il dit, bah, tu as l'écrit et toi, ça va aller vite, etc. Bon, écoute, moi, si c'est comme ça, je retourne en Italie. Je retourne et ça coince. Et il dit, ben, on va voir. Ah, t'as du caractère, tu veux retourner? Ben, retourne. Et ben, là, sur mon train, tout seul, à 15 ans, je prends le train et je me repars en Italie. Ah, t'es retourné en Italie? Waouh! Oui, mais parce que ils voulaient m'imposer d'aller à l'école professionnelle. Et moi, je dis non, je vais pas à l'école professionnelle. Alors, mais je m'imaginais être à l'école et être là tout seul, comme un paumé qui savait même pas écrire bonjour, quoi. Et je retourne forcément chez mon oncle. Vite fait, bien fait. Au grand dame de ma mère. Moyennant quoi, au bout de, je sais pas, moi, 1 mois et demi, 2 mois, j'ai reçu un télégramme. À l'époque, il y avait deux moyens de communication, c'était les télégrammes. Si tu rentres pas tout de suite, c'est plus la peine de revenir. Ouf. Non. Wow, c'était ultimatum sur ultimatum des deux côtés. Hein. Oui, voilà, oui, oui. Comme quoi on a du caractère, hein. Ouais, clairement. Toujours bon caractère. Et ma mère, forcément, oui, il faut que tu retournes, c'est pour ton bien, c'est pour ton avenir. Mon père, avec Greg, était en plein élan, sa boîte de transport prenait de plus en plus d'importance. Quand je suis arrivé, je pense qu'il avait déjà une quinzaine de véhicules. À l'époque, c'était beaucoup, 15 camions. Ouais. Aujourd'hui, c'est rien du tout parce que les groupes, ils en ont 3000. Alors, me voilà retourné à Metz. Et puis là, bah, forcément, c'est une nouvelle vie qui commence. Là, tout de suite, je prends une licence au FC Metz, évidemment, comme cadet. J'y joue 2 ans, mais pendant ce temps-là, à l'intérieur de ces 2 ans-là, il y avait une moto, on avait une moto à l'entreprise. C'était une Alcyon. Je me souviens de la marque, une Alcyon, à 2 temps. À la pauvre, je l'ai éventrée. Éventrée parce qu'il y avait des petites collines environnantes à Metz qui s'appellent le Saint-Quentin et tout ça. Et un beau jour, j'ai tellement tiré dessus en descendant une côte que la bielle, elle est sortie du cylindre. Alors ça a commencé comme ça. Donc mon père il dit bon attends on va voir. Et c'était un peu le début des motocross. C'était quand même quelque chose de très populaire. Après la guerre, il n'y avait pas, à part les balles et les motos et le football, il n'y avait pas grand-chose. Mon père il m'achète une moto et je commence un petit peu ma carrière comme ça, à 17 ans, avec une DKV, une moto allemande. Je sais pas où il avait la chercher, mais il l'a trouvée parce que il savait ce qu'il voulait. Et à partir du moment où il avait pensé que je pouvais faire quelque chose de sympa en moto, il a trouvé la moto. Bon. Alors, à ce moment-là, tu es en école professionnelle? Non, je suis plus en école, là, terminé. Je passais devant l'école, mais c'est tout. D'accord, mais quand tu es revenu à Metz après l'ultimatum, tu as accepté quand même d'aller à l'école? Pas question. Je suis revenu dans la condition de pas aller à l'école. D'accord. Ah, non, non. Sinon, je ne serais pas revenu. C'est bien arrêté sur mes idées, bien arrêtées. Hein. Et je me mets quand même au boulot. Hein. Je me mets au boulot. Ouais. Les matins, à 7h30, on était au garage et on faisait l'entretien des véhicules, etc. Et j'ai fait une formation de mécano dans un premier temps et en même temps, je roulais des camions, même sans permis d'ailleurs. Prescription, hein, t'inquiète pas, on va rien dire.
Ouais, mais quand même accompagné d'un chauffeur parce que c'était quand même un peu trop risqué d'être tout seul sur la route avec je me serais fait mettre en galère, là. La plupart du temps, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'habite à Metz chez des amis avec lesquels d'ailleurs après ça a été mon meilleur ami de toujours et on a même fait le foot ensemble, on a fait des choses, il est devenu dirigeant avec moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire en termes d'amitié. Au bout de 2 ans, au bout de 2 ans, je suis champion de France de motocross. Ah. Et catégorie 350. Et il y a un journaliste de l'équipe qui vient me voir, il voyait que c'était un phénomène qu'il fallait aller voir. Donc, il vient de voir le phénomène. Et mon père, il l'invite à déjeuner à un restaurant du stade, d'ailleurs, déjà. C'était à l'époque une espèce d'auberge qui était là. Et peur de rien, le mec, il lui dit, moi, je lui dis, vous pouvez écrire que dans 1 an, je serai champion de France en 350. Mon père, il dit, n'écoutez pas lui, de toute façon. Et il dit n'importe quoi. J'ai dit, mais moi, je vous dis, monsieur, que dans, dans 1 an, au plus tard, dans 2 ans, je serai champion de France. Et voilà, c'est parti comme ça. Ah. Mais en même temps, après mes 2 années de cadet, là, je continuais à m'entraîner avec les joueurs du FCMS. J'ai commencé à m'entraîner avec les joueurs du club une fois que j'étais militaire. En tant que militaire, je m'entraînais parce que j'ai eu la chance, encore une fois, grâce au motocross, d'être incorporé à Metz. Dans la mesure où il y avait deux bataillons ce qu'on appelait le 6e train, c'était le nom du régiment, où il y avait effectivement 2 équipes de motocross qui participaient aux championnats nationaux. Et donc, moi, j'étais à Metz et je courais en moto et en civil en même temps. Toute mon histoire allait comme ça jusqu'au moment après. C'est encore duré un moment où on n'était pas spécialement d'accord. On a eu un désaccord encore à mon père une fois que je m'étais marié, donc j'ai arrêté ma carrière de pilote j'avais 24 ans. D'accord. Ah, hyper jeune. Oui, j'avais eu mes 3 titres, 22, à 23, à 24 ans, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'avais dans ma tête, et c'est là encore où je dis, on a une approche différente avec mon père et moi, c'est que moi, je voulais créer mon affaire personnelle. Je voulais pas travailler avec mon père. D'accord. Parce que, je sais pas, j'avais ça dans la tête, de créer mon affaire. Et mon père, forcément, n'était pas d'accord. Il disait, t'as pas besoin de créer ton affaire, il y a assez de camions ici, etc., etc. Et tu voulais monter le même type d'affaires? C'est-à-dire que tu voulais monter aussi une... Transport. Moi, c'est encore aujourd'hui, je suis passionné des camions, toujours, tiens, t'as qu'à voir mon musée derrière Charlotte, là. Donc, dans les grandes lignes, je me marie, je crée mon affaire toujours avec mon ami Roger Carpi. Et puis, petit à petit, la vie, elle a pris son cours. Et puis, étant toujours très proche du FCMS, étant supporter, étant ancien joueur, tout ce qu'on veut, il arrive un moment où au club, il y a un problème il y a le décès d'abord de Monsieur Herlori, l'emblématique président du FCMS de l'époque, parce qu'il a fait aussi une trentaine d'années, qui décède. Il y a un des membres du comité directeur qui lui succède, mais un petit peu par défaut, dans la mesure où cet homme-là était pas du tout passionné par le foot. La presse locale, le directeur de rédaction des sports, du moins le directeur de la rédaction des sports, il me dit un jour, il me téléphone, il me dit, je pense qu'il faudrait que tu réfléchisses à prendre la présidence du FCMS. Et j'avais 34 ans. Ouais. Président du FCMS, j'ai dit, ouais, attends, il faut que je réfléchisse un petit peu quand même. C'est pas un truc anodin, Ouais. c'est un gros truc quand même si les clubs de foot en 67 n'avaient pas les structures que l'on a aujourd'hui, hein. Ouais. Et à ce moment-là, Carlo, le FCMS est à quel niveau, à quel échelon? L'année où je deviens président, Oui, on monte. d'accord.
L'année, on monte. C'est-à-dire, on était en deuxième division, comme on dit, et l'année-là, on monte alors que je suis pas encore président. Mais j'ai pris le train en route à partir du mois d'avril, et donc j'ai fait la fin de saison avec eux, n'étant pas dirigeant encore. Et donc, partant de là, le père Molinari, il n'était pas d'accord. Il n'était pas trop d'accord, même qu'au fond de lui, je pense qu'il y avait une certaine forme de fierté, mais il n'était pas d'accord parce qu'il disait c'est t'es trop jeune, et ça va compromettre tes affaires, tu vas, comme je te connais, t'es passionné, tu vas passer ton temps au foot. Je dis non, t'inquiète. Et à ce moment-là, intervient le maire de Metz qui était Raymond Mondon et qui dit à mon père et avec le préfet, donc j'étais très bien secondé. Ils ont dit à mon père, non, mais il n'y a pas de problème, même sur le plan financier, s'il y a quelque chose, vous verrez, on est là, etc., etc. Donc, pour finir, j'ai donc été élu au mois de juin 1967 et je suis resté un bout de temps, quoi. Voilà, maintenant. Et tu as réfléchi combien de temps au final? Ce processus de réflexion a pris combien de temps? Pour dire oui à la Pour dire présidence, oui, ouais. je le dis en jours ou en minutes? En minutes. Non, le processus de réflexion, ça n'a pas duré bien longtemps. Ouais. J'ai fait semblant, mais dès qu'il me l'avait proposé, j'avais déjà répondu dans ma tête. Là, j'ai mis l'effort un petit peu pour dire qu'il se pose pas trop de questions sur le fait que je réponde aussi vite, quoi. Non, mais c'est sûr, hein, je vivais pour ça. J'étais vraiment amoureux. Je le suis à cœur d'ailleurs. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, alors de là, vous avez que voilà la suite, vous la connaissez. Les hauts et des bas, hein, on est toujours là. Le premier parcours, ça a duré 11 ans. Et là, en 1978, un cataclysme politique qui arrive à Metz, c'est-à-dire que le maire Jean-Marie Roche n'a pas la bonne idée de demander à Sagné, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, une députée parisienne, il a voulu la parachuter ici, elle a été battue. Le maire s'est retrouvé en difficulté parce que ce qu'il souhaitait ne s'est pas réalisé. Donc, il peut pas s'opposer à la rentrée au comité directeur, pour lequel j'étais d'ailleurs d'accord au départ, de 3 membres de la municipalité. Mmh. 3 membres, et nous étions donc 7 plus 7 plus eux, on était une dizaine. Et ouais, ces membres, à un certain moment, c'était des jeunes loups aussi, hein, ils avaient aussi 33 ou 34 ans. Ils ont dit, mais c'était aussi des passionnés. Ils ont pensé que le fait de rentrer au comité directeur avec l'aval de la mairie et je dirais les moyens très importants qu'ils voulaient apporter en termes de subventions, parce qu'à l'époque il y avait des subventions. Ouais, à l'époque, les municipalités étaient très impliquées dans la gestion des Oui, clubs. Certains clubs ne pouvaient pas survivre sans les subventions oui, municipales. non, c'est sûr, oui. Et bah, disons que les subventions, à l'époque, dans un budget, c'était au moins de l'ordre de 25% du budget, hein. Donc, c'était pas négligeable. Donc, ils ont voulu reprendre le club en main et ça s'est passé comme ça. Un beau soir, un lundi soir, et ils m'ont mis en, comment dirais-je, ils m'ont mis en difficulté. Un traquenard. Oh, c'était pas du chantage directement, c'était plutôt passer aux actes, mais de la trahison, voilà. Voilà. Alors, il y a eu dans l'affaire, il y a eu effectivement, comme d'habitude, souvent, il y en a eu un qui a changé de camp dans la mesure où on lui a dit, mais si tu viens avec nous, tu auras toutes tes assurances de la ville de Metz. L'autre, comme agent d'assurance, il a craqué, il est passé de l'autre côté. Moyennant quoi, je me suis retrouvé en minorité. Pour combler le tout, je l'ai mal pris et j'ai donné ma démission. Et je suis donc parti. Je suis pas resté au club. Je suis parti de 78 à 81. Et donc 3 ans. Et pendant ce temps-là, ben, ma foi, le club allait toujours un peu plus mal. Et en 81, on me demande de revenir. Et plus exactement, je dis, mais je reviens comme directeur sportif, sûrement pas comme président.
et sûrement pas engagé sur le plan économique. Parce que vous venez de faire pendant 3 ans et demi, vous êtes mis dans une situation invraisemblable, ce qui fait que moi, je reviens dans ces conditions-là, effectivement. Alors, il dit, ouais, ben, reviens, tu t'occupes de l'équipe. Je m'occupe de l'équipe, il y avait Henri Kasperzak comme entraîneur, et on a fini à tous les deux, on peut dire, à sauver la saison en ne descendant pas, et on arrive donc à la saison 83. 83, là, le club est exempt. Ils font une demande de subvention exceptionnelle par le biais d'un prêt de la municipalité de 10 millions de francs à l'époque. C'était quand même de l'argent parce que si vous voulez les ramener à ce que je peux représenter aujourd'hui, c'est probablement aussi 10 millions d'euros. Ouais. Et le maire, évidemment, là, il avait repris des couleurs. La Saunier, ça a été, elle était repartie dans sa niche à Paris. Et partant de là, il a dit, il n'est pas question que je garantisse 10 millions dans un conseil municipal un vendredi soir. Il dit non, pas question. Donc, dans l'esprit des conseillers municipaux, ils sont à peu près une soixantaine quand même à Metz, puisque c'est une ville de 130 000 habitants, plus de la moitié qui disait mais Jean-Marie, tu peux pas faire ça, c'est la mort du club, etc. C'est pas possible. Non, non, il faut pas faire ça. Et non, je ne garantirai jamais des millions, mais j'ai une idée derrière la tête. Le lendemain matin, c'était un samedi matin, il y a donc l'adjoint, c'est lui qui avait été entre parenthèses à l'initiative de mon départ, qui m'appelle pour me dire le maire il veut te voir. Bon, ben, le maire il veut me voir, bon ben d'accord, je vais le voir. Et je vais à la mairie à 9h, 9h30, et il me dit, Carlo, alors, vous êtes président du FCMS. Je dis, c'est le maire, pardon. Ouais. Il faut faire, pourquoi? Parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Je dis, mais vous savez, vous avez décidé, c'est bien. Ouais. C'est une association. Ouais. Il faut faire une assemblée générale. Il faut passer par, l'assemblée générale, c'est moi. Ah. Il dit, putain. Il dit, ben, il convoque les zèbres sortants, là. Ah Ouais. non, sortants, ceux qui allaient sortir. Il leur dit, ben voilà, vous rendez vos paliers, vos affaires et tout, et puis vous n'êtes plus au club, rien du tout. Et puis l'affaire est partie comme ça. L'année, on repart en 83, la saison 83-84. Et puis les dieux du sport nous aident un peu. Un peu, ouais. Clairement, là, on est mal parce que sportivement, on était en début de saison, enfin pas au tiers de saison, on devait être 19e. Au mois de janvier, février, on avait repris un peu d'air, on devait être 13 ou 14e, et on va en finale de la coupe. Et on la gagne. Et vous la gagnez. Et puis, c'est démarré comme ça. Et puis, en 96, on regagne la coupe de la Ligue. 88, de nouveau coupe de France. 96, de nouveau coupe de la Ligue. Et puis arrivent les années difficiles à partir de l'année où on est devenu une SA. Et là, on s'est retrouvé un petit peu en difficulté parce qu'on n'avait pas les moyens économiques de certains clubs qui étaient déjà en place et qui avaient des grosses structures financières. Alors, avant de parler des années un peu difficiles, j'aimerais qu'on revienne sur les belles années, si ça te va. C'est quoi la touche Carlo Molinari? Tu arrives dans ce club qui existe depuis 1919, il me semble. Donc, il y a quand même ça fait 50 ans, à peu près 50 ans qu'il existe. Tu arrives, tu pars, tu reviens immédiatement. Le club, quasiment, hein, le club remporte la coupe. Donc, clairement, il y a un effet Carlo Molinari. Comment est-ce que tu décrirais, toi, l'impact que tu as sur le club? Qu'est-ce que tu fais que les autres présidents ne faisaient pas? Ah. Ce que je faisais, c'est que je vivais FCMS quand même. Avec, malgré tout, le souci de ne pas tomber dans l'excès. Parce que le danger que mon père avait évoqué tout au début, c'était
de faire que, en s'occupant trop du FCMS, je réussirais pas dans les affaires. Alors, partant de là, j'ai toujours coupé j'imagine hein, encore aujourd'hui pour vous expliquer comment je voyais la chose au niveau de la répartition de mes engagements. Un tiers vie familiale, très important, parce que si sur le plan familial vous n'êtes pas soutenu et bien entouré, on le voit encore souvent avec les joueurs qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Pour moi, l'aspect familial était très important. Deuxième aspect, dans l'ordre ou dans le désordre, mais c'est le deuxième ou le troisième pareil, le travail et le foot. Alors, comment le foot? Ben, le foot par l'immersion avec les joueurs, je pense, par les petits détails, par le souci du fonctionnement journalier, par la présence. Tous les matins, 11h, 11h15, je quittais mon bureau pour arriver au stade. Arriver au stade, plus ou moins en fin d'entraînement, discuter avec les coachs, savoir comment c'était passé. J'étais omniprésent, j'étais tellement omniprésent que justement, pour faire une parenthèse et revenir sur la saison 78 qui a vu mon départ confirmé, celui qui est venu me chercher d'ailleurs, des conseillers municipaux avait dit de moi que j'étais un despote. Un despote, d'accord. Ouais, despote. J'ai jamais entendu sa description. Hein. Dans les recherches que j'ai faites, ce mot n'est pas revenu très souvent. Il est même pas du tout revenu. Alors le despote que je suis donc s'occupe surtout des détails du club, de tout ce qui rien ne m'échappe a priori. Du moins je le pense, je l'espère. En tout cas la majorité des choses par le contact permanent avec les collaborateurs du club, avec les joueurs, avec les entraîneurs, avec la presse locale et même un petit peu la presse élargie, parce que à l'époque il n'y avait pas d'agent. Si ça a commencé, mais j'y croyais pas trop. Encore que j'ai toujours eu des bons contacts avec les agents sérieux. Mon réseau d'information, c'était surtout, je dirais, une espèce de bonne relation avec les journalistes locaux. D'accord. Ouest France, Nice Matin. Quand j'avais un doute ou que je voulais savoir quelque chose, j'appelais quelqu'un avec lequel j'entretenais d'excellentes relations, qui lui me renseignait et qui donnait les renseignements de ce qui se passait dans le club opposé, quoi, dans nos adversaires. Et voilà, ça c'était aussi un fonctionnement qui était le mien. Après, je pense que la réussite d'une équipe, c'est l'osmose qu'il doit y avoir entre les dirigeants, le staff et les joueurs eux-mêmes. Il faut créer un climat, il faut qu'il y ait de l'âme, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le vestiaire. Et aujourd'hui, vous le retrouvez encore à travers, je dirais que nos jeunes collaborateurs, dont l'une précieuse est juste en face de moi, elle le voit journellement. Il y a un état d'esprit Grenat. Là, ils existent encore. Et vous avez des anciens joueurs qui sont toujours présents, qui sont là, qui nous soutiennent, qui ne manquent jamais l'occasion. Tiens, encore pas plus tard que la semaine prochaine, il y a un déjeuner des anciens. J'y suis cordialement invité. Ben, ils vont être une soixantaine d'anciens quand même. qui se retrouvent tous les mois. Ils changent de restaurant tous les mois. Et voilà, c'est une question d'état d'esprit. Et l'une probablement aussi de ce qu'on pourrait appeler, ça fait prétentieux, mais la réussite du club, c'est l'humilité. Ouais. Ici, il n'y a pas la place pour les carafons. Il n'y a pas la place pour les carafons. Tout le monde doit être simple, humble, disponible, en tenant compte, en bien pensant que les supporters, ce sont des partenaires et des amis du club. Ça, à partir du moment où déjà on arrive à faire passer ce message,
il y a beaucoup de choses qui s'arrangent. Alors, c'est un peu changé maintenant depuis quelque temps, bien sûr, parce que les réseaux sociaux, Dieu merci, moi, j'en ai pas de réseau, ni de TikTok, encore moins, ni de tout ce que l'Instagram et tout ce que vous voulez avec. Je me suis toujours refusé d'avoir ça parce que si je veux savoir, et je veux le savoir le moins possible, tout ce qui se raconte sur les réseaux, je veux pas non plus être la cible et me faire mal avec ce que les gens peuvent raconter. Alors, je vais te rassurer, hein, j'ai fait une petite recherche sur les réseaux pour préparer cet entretien et le nombre d'anecdotes de ta générosité, de ta simplicité, c'était vraiment formidable. Vraiment un exemple d'une personne qui t'avait demandé un maillot pour une tombola que tu as envoyé le lendemain. Des exemples comme ça, il y en avait vraiment à foison. Donc c'est vrai que très souvent les réseaux sociaux, c'est vraiment le pire qu'on peut trouver dans l'espèce humaine. Mais parfois aussi, ça peut être très très encourageant et même très émouvant. Et là, j'avoue que quand j'ai fait ces recherches, il y avait unanimement cette bienveillance à ton égard. Oui, je pense que c'est un peu en moi. Ben, encore pas plus tard que samedi, je suis allé à côté de Nancy, à Saint-Nicolas-de-Port, pour donner le coup d'envoi d'une opération qui a été avec les anciens du FC Metz dans un match Metz-Nancy des anciens pour la recherche du cancer et plus spécialement pour une gosse de 6 ans qui est atteinte d'un cancer. Alors, je suis allé donner le coup d'envoi chez mes amis lorrains et voisins à côté. Oui, ben, peut-être aussi c'est une question de caractère. Hein, je sais pas, c'est comme ça. Je cherche pas à être comme ça. Je Ouais. suis comme ça. Alors, pour en revenir à ce que tu disais sur l'ADN du club, est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu avais déniché un joueur talentueux qui, au niveau footballistique, marchait, mais qui ne collait pas à la philosophie du FC Metz? Ah oui, 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 oui. Ça, j'ai eu ça. J'ai eu ça. Je vais te faire rire parce qu'en fait, ça remonte dans les premières années. Il y avait un excellent joueur, un très très bon joueur, euh, Laura. Évidemment, il y avait moins d'Africains à l'époque. Et qui était d'ailleurs un excellent joueur qui s'appelait Patrice Vic et qui était un garçon issu de bonne famille. Ses parents, son père était notaire à Épinal. Et lui était justement, il faisait tout en jouant au foot, il était à la fac et il faisait du droit pour devenir notaire. Et ce garçon, à l'époque, il était imbuvable. Imbuvable, pourquoi? Parce que probablement par ce côté, je dirais, supérieur dans le vestiaire, il finissait par être haï par tout le monde, quoi. Alors, un beau jour, la rage m'a pris, et puis je suis allé au vestiaire, je lui ai dit, toi, tu prends ta valise et tu t'en vas. Il dit, comment ça? Bah, tu prends ta valise et tu t'en vas, tu dégages. Un peu comme ton père t'avait dit, quoi. Donc, tu fais la même chose, quoi. Okay. Puis il a pris son casier, il l'a mis contre la porte et il a dit non, 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 je reste. Non, non, il avait pas besoin de rester parce que il est parti dans la mesure. Entre parenthèses, le matin, il avait pris une bonne claque dans la gueule par un vrai joueur. D'accord. Et lui, il n'avait pas le cigare et il a dit, maintenant, tu nous emmerdes, bah, fallait, bah. Alors, Ah oui. ça s'enchaînait. Oui, mais c'était quand même une difficulté pour moi parce que j'avais un contrat de 2 ans. C'est bien beau, mais, Bah, alors, surtout que le notaire, il devait savoir quels étaient ses droits contractuels. Ouais, non, mais surtout, j'ai pas trop cherché à savoir mes droits contractuels. Je cherchais à savoir comment je pouvais sortir de l'affaire, là. D'accord. J'appelle Claude Quenet, mon pote. Je lui dis, Claude, j'ai un truc à te proposer. D'accord. Je viens de virer Patrice Vic. Ah, qui me dit, ah bon, pourquoi tu t'as viré? Ah, genre, j'explique, bah, c'est un casse-couille. Je m'excuserai. C'est un casse-couille. Tout le monde, les joueurs, un jour, ou je le vire, ou un jour, il va se faire tuer. C'est pas pareil. Alors, je dis, par contre, tu connais le joueur. Ah bah oui, qui dit, c'est sûr que je connais Patrice. D'ailleurs, j'aurais bien voulu l'avoir. Je dis, ben, le moment est venu de l'avoir.
T'as qu'à le prendre. Il me dit, oh non, moi, je prends pas ce risque-là. Non, non, il dit, je le prends pas parce que le risque est trop grand. Je vais pas payer un transfert. Si ça se trouve, dans 3 mois, ils vont me foutre le bordel à moi chèque. Il me dit non. Non, je lui dis, tiens, on va pas faire comme ça. Il a 2 ans de contrat. Tu le prends et tu le payes mensuellement. Tu nous payes mensuellement. Et puis, si tu le vires un jour parce qu'il a fait le con, ben, t'arrêtes de payer. Et puis, il se trouve que il a fait, ça lui a probablement servi de leçon et on a été au bout des 2 ans sans problème. Voilà. Il y a des histoires comme ça qui sont des histoires vécues et qui, avec le recul, nous font un petit peu rire dans la mesure, après, avec Patrice, on est devenus les meilleurs des amis, hein. Ah, d'accord. Parce que Patrice, comme c'était un garçon intelligent, mais qu'à un moment donné, il a cru franchement que c'était le plus beau, le plus fort de la France entière. Après, bon, ben, il a compris que la vie, c'était pas tout à fait ça. Et il nous est arrivé avec Claude Cuny, d'ailleurs, de déjeuner, de blaguer et de se rappeler le moment où justement il avait pris sa valise. Il n'avait pas pris une valise, d'ailleurs, il avait pris un sac. Ouais. D'accord. Il avait peu l'affaire. Et comment tu choisissais tes entraîneurs, Carlo? Est-ce que c'était toi qui choisissais les entraîneurs ou c'était collégial? Ah, mais le despote il est pas collégial, le despote. Donc il y avait une vérité quand même. Ça t'a peut-être un peu vexé, mais il y avait un peu de vérité derrière le côté despotique? Je pense pas. Non. Je dirais, non, en fait, c'est vrai que j'étais assez, comment pourrait-on dire, assez personnel. C'est-à-dire que je rentrais dans tous les détails. J'étais un entraîneur quelque part, quoi. Ouais. Mais tu étais instinctif, j'ai l'impression. Quand tu sentais dans tes tripes que c'était la bonne décision, tu demandais aux autres ou tu la prenais la décision Ça immédiatement? m'arrivait quand j'avais un doute, je m'arrivais quand même. Je suis pas un kamikaze, hein. Je suis pas, bon. Non, je pense que, d'ailleurs, j'ai pas eu de problème particulier avec, en tout cas avec mes dirigeants, ça a toujours été, extra, je dirais, des parcours exceptionnels. Ouais. Parcours exceptionnels parce que vous voyez bien mes amis du comité directeur, mes amis dirigeants, vous voyez bien comment ça se passait. Le club se portait bien, et pas de problème particulier. Donc, on avait des bons résultats. Tout était bien, quoi. Pour répondre à ta question sur les entraîneurs, je dis là encore, c'était un petit peu euh, parce que j'étais immergé dedans. Et quand on est immergé dans un sujet ou dans une collectivité, on finit pour savoir à peu près tout ce qui se passe. Donc, je les choisissais en fonction déjà de leur passé, de leurs compétences, de ce qu'on supposait du moins être leurs compétences, de leur côté humain, parce que je pense que ça a toujours été un des éléments de sélection, l'aspect humain. Et puis, j'essaie de me rappeler ou de me souvenir d'un échec d'entraîneur. Gilbert Grèce? Ouais, les échecs d'entraîneur par la force des choses, mais parce que dans une longue carrière, tu peux pas tout réussir. Ouais. Mais je dirais que c'est plus sur la fin des années 2000 où on a été plus déçus des années 2000 qu'avant. Avant, je crois que les entraîneurs étaient aussi des gens plus posés, qui avaient la notion de la famille, du club. Les clubs étaient, comment pourrait-on dire, étaient plus importants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont de passage. Et ils sont de passage. T'arrives pas à inculquer l'esprit qu'on pouvait avoir et qu'on donnait aux joueurs. Comme disait, faisait référence au Grenat, la famille Grenat. Je suis pas sûr que une partie de l'effectif du FC Metz dans les jeunes d'il y a 10 ans vont garder un souvenir comme ceux qui ont fait le club et qui ont tout donné pendant des années au FC Metz. Il y a qu'à regarder un petit peu la fidélité. Quand on prend un garçon comme Philippe Asberger, il a été
Il était junior, il a fait toute sa carrière, il a même fini entraîneur au FC Metz. Donc, c'est un signe, on n'a pas eu de problème particulier, sauf évidemment je peux pas dire que tout a été parfait, on n'a jamais eu de divergence avec les entraîneurs, et que ça s'est bien passé. C'était qui ton chouchou, si tu devais revenir sur toute ta période de présidence? C'est lequel ton entraîneur fétiche? C'est lui qui m'a le plus appris, c'est Pierre Flamion. D'accord. Pourquoi? Ben parce que ça a été disons, le premier. Et il m'a donné vraiment, mais Pierre était quelqu'un qui avait une vision, une visibilité très longue et très lointaine. Je veux dire, il avait beaucoup de visibilité sur le futur. Il avait des idées bien arrêtées sur l'organisation. On avait créé d'ailleurs, on avait créé, c'est comme on veut, ce qu'on appelait un club formateur avant la formation. C'était un garçon qu'on récupérait qui avait 17, 18 ans, parce qu'on les prenait quand même moins jeunes à l'époque. Ouais. Et les garçons, ils arrivaient dans les clubs, ils avaient 15, 16, 17 ans. Pas comme maintenant, des fois, où ils peuvent plus arrêter à 14 ans parce que les lois les empêchent. Mais ouais, non, mais je pense que c'est difficile de répondre avec certitude à tout, mais je pense que Pierre Flamion, c'est lui qui m'a, comment pourrait-on dire, ouvert un petit peu au véritable problème de la constitution d'un club. D'accord. Il m'avait amené, j'avais pas cette notion au départ. Quand je suis arrivé, j'imaginais pas que le club était si important. Alors que Pierre, hein, il disait toujours le club avant tout. Et alors que moi, en étant jeune, c'était surtout les joueurs que je retenais. Je pensais pas spécialement au club. Or, rapidement, je me suis rendu compte que effectivement, le club, les relations, les gens, tout ce qui était les moteurs qu'on voyait ou ceux qu'on voyait pas. Alors Pierre Flamion, oui. Après, celui avec lequel on a fait vraiment un chemin extraordinaire ensemble, c'est Joël Muller. Bien sûr. Mais là, je parle de deux garçons, de deux personnes qui sont très, très intelligentes. Pierre Flamion était très intelligent. Joël Muller, très intelligent. Après, bon, ben oui, aussi, on a eu aussi des bonnes personnes. Il y en a eu d'autres, je vais pas les citer tous, mais comme Jean Fernandez, c'est des gens propres, des vrais pros. Comme en ce moment, on a un garçon remarquable que j'apprécie beaucoup. Ouais. Voilà, c'est comme ça, mais on fait pas toujours juste ce qu'on voulait faire, mais il faut essayer de pas trop se tromper, voilà. Est-ce que tu t'es déjà trompé justement sur un entraîneur que t'as dû faire partir et que tu as regretté après coup? Ah, c'est un peu en rapport avec Joël Muller. D'accord. C'est-à-dire que c'est un peu pas de la faute à Joël Muller, mais à cause de Joël Muller, on est la saison 88, oui, je dis bien. Ouais, 88, On avec gagne, Marcel. on gagne la Coupe de France avec Marcel Husson. Marcel, c'est un type extraordinaire. Un homme de cœur, un homme vraiment admirable, un meneur d'hommes, mais un meneur d'hommes dans le sens où il amène des hommes avec lui. C'est un leader. Et on fait 4 ans avec Marcel Husson. Mais il arrive que il avait aussi comme particularité, c'est qu'il est fatigué. Ouais. Il fatiguait pas physiquement, mais il fatiguait les joueurs. Tellement il était exigeant, D'accord. tellement il était casse-bonbon, parce que il jouait. À chaque fois que ça se terminait, il se terminait toujours par un match. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Le match, comme c'était un gagneur extraordinaire, quand il faisait les matchs de fin d'entraînement, il voulait jamais arrêter. Ouais. Donc, il fait que les entraînements qui devaient se terminer à 12h30, 1h, se terminaient des fois à 1h30, 2h.
Mais au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça finit par fatiguer. Ouais. Ouais, bien sûr. Et nous avions donc Joël Muller comme adjoint et directeur du centre de formation. Et Joël, forcément, il avait l'ambition de devenir un au cas où Marcel venait à partir. Et moi, je lui ai dit, écoute, Joël, je vais te dire une chose. Je pense que je te donnerai pas l'équipe cette année. Et il me dit, bon, je suis prêt, président. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retarder, je vais sortir du circuit. Ben non, il dit, tu sortiras pas du circuit, laisse-moi faire, tu vas voir. Bon, ben, d'accord. Et là, alors là, je me mets à chercher un entraîneur. Mais il faut que je trouve un entraîneur pour 1 an, puisque j'ai dans la tête que Joël le prend. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, le plus important, pourquoi je dis que je veux pas que Joël il prenne l'équipe après Marcel? Parce que Marcel était devenu l'idole des spectateurs. Ouais, tu voulais pas mettre Joël dans des conditions difficiles. Il gagne les coupes. Il gagne les coupes. Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et c'était devenu et en plus, Marcel, il avait pour lui, c'est que quand on a gagné la Coupe de France, il a pris la Coupe de France sous le bras, il a fait le tour de toute la Moselle. Pour une comprise avec la coupe dans tous les bistrots il a mis à moins 3 mois ou 4 mois. Moi, j'ai récupéré la coupe pour l'amener chez moi à mes enfants au bout de 5 mois. D'accord. Non, mais c'est un truc de fou. J'ai dit, si jamais, j'ai dit, écoute, Joël, imagine qu'après la côte de Marcel, après tout ce qu'il vient de faire, ce qu'on vient de faire, tu démarres. Là, tu es déjà un championnat de la réserve, tu es en difficulté. Tu démarres. Au bout de 4 matchs, t'en perds 3. Et puis au bout de 5 matchs, t'en perds 4. Tu connais le public, tu connais tout le monde. Je vais être obligé de te dégager, je vais être obligé de te virer parce que la pression sera tellement forte. Dans le contexte ici actuel, Marcel, il va falloir le remplacer. Donc, allez Joël, oui, d'accord. Donc, je vais chercher un Gugus là qui s'appelait De Pireux, Henri de Pireux. Delpireux, un Belge, qui était en Suisse au Bellinzona. J'avais un ami qui était secrétaire général de Lugano, un club suisse, là. Oui. Et je lui demande, je lui dis, qu'est-ce que tu penses parce que je savais qu'il était libre. Et puis lui, c'était surtout, comment pourrait-on dire? Infusible. Il prenait pas d'appartement parce qu'il n'avait pas besoin. Il prenait toujours des hôtels parce qu'il savait pas s'y rester 6 mois ou 1 an. Donc, donc c'était tu avais vraiment, ouais, setup for failure, le mec. Et l'ami en question, là, il me dit, Ivan, là, il me dit, bon, écoute, il a fait ça, c'est correct, il fait un bon boulot à Bellinzona, ça va, il a eu des bons résultats. Il est un peu, il me dit, je le connais assez bien, il est un peu spécial, mais alors je lui explique à Sylvain, à Ivan, là, ce que j'avais dans la tête. Il me dit, ah, ben pour 1 an, tu risques rien, hein. Prends-le, c'est bien. Et me voilà parti avec Despireux. Les matchs amicaux arrivent. Premier match à Strasbourg, en banlieue alsacienne, hein, banlieue de Strasbourg. L'enfer de l'Alsace, oui. Hein? L'enfer de l'Alsace, oui, Strasbourg. Dans le cœur de l'Alsace, oui. Et 0-0. Putain. 0-0. Je crois qu'on n'avait pas tiré une fois au but. Mais ça, c'était parfait, en fait, dans ton plan. Dans ton plan, il fallait qu'il soit pas trop bon, quand même. Jusque-là, mon plan, il est parfait. Jusque-là, il est parfait. Mais, bizarre, après le match, on est tous les deux comme ça. Il me dit, président, je vais vous dire, avec l'équipe là, hein, on va pas marquer beaucoup de buts, hein, mais on va pas en prendre. Hein. Je dis, bah oui, c'est déjà vu, ça commence bien, là, c'est 0-0, on n'est pas. C'est parfait, continuez, vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous êtes en train de m'arranger, tenez juste 1 an, c'est bien. Donc, continue, les résultats, ils sont ce qu'ils sont, ils sont pas bien, l'équipe, elle joue pas bien, les joueurs, ils sont révoltés, ils sont tournés contre lui parce que il faisait des trucs à la con, quoi.
Et c'est comme s'il avait entraîné les 14 ans, quoi. Des punitions. S'il ne faisait pas le match euh, tel que lui le concevait, après le match, il leur faisait faire 20 minutes de tour de piste, à peu près. Il y a des trucs invraisemblables, quoi. Quand t'es classique à mort. Et puis, on reçoit au mois de janvier, non, au mois de décembre, et on reçoit PSG, on fait un bon match, a priori, et puis on perd 1-0, je crois, ou on gagne 1-0. Je crois que c'est même Esli, je crois qu'on gagne 1-0. Oui, on gagne 1-0, au but d'un garçon d'ici, de Tsargamine. On gagne 1-0, but d'Esli. Et après le match, ah, mais il faut dire que gagner ou pas, les joueurs, ils avaient déjà passé le contrat avec les pompes funèbres. Ils attendaient que ça. Alors, il me dit, ah, président, là, maintenant, c'est les vacances, je vais aller en Belgique et on se revoit au retour. Je dis, coach, non, on va pas se revoir au retour. Comment ça? Ben, je dis, parce que au retour, vous restez en Belgique. Alors, l'explosion de joie dans le vestiaire. Et c'était un plan machiavélique. Parce que là, Joël Muller arrive comme le sauveur. Alors, forcément. Joël, il arrive, premier match à Auxerre, 1-1. Bien, bon match. Et puis voilà, et puis après, vous connaissez l'histoire. Ouais, 12 ans, c'est ça, hein, 12, 13 ans. 12 ans. Ce qui est incroyable. Est-ce que tu pensais vraiment, quand tu embauches Joël Muller, qu'il resterait aussi longtemps? Tu pouvais imaginer une aussi longue période? Joël, je pensais que ça allait qu'il allait rester un moment, oui, mais 12 ans, je pensais vraiment peut-être pas 12 ans. Enfin, je savais qu'on allait faire un parcours ensemble. Ouais. Tiens, je l'ai encore vu hier au match. J'adore cet homme-là. Extraordinaire, intelligent, disponible. Il a tout pour lui. Ouais. Alors, on parlait des entraîneurs. J'aimerais qu'on parle un petit peu des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui te décrivent comme leur papa. C'est vraiment une relation filiale avec certains joueurs. On a eu Luc Sonor, par exemple. Il avait les larmes aux yeux quand il parlait de toi, comme il t'a fait confiance, qu'il voulait partir et que toi, tu lui as dit, attends, je crois que t'es pas encore président à ce moment, ou c'est peut-être pendant la période intérim. Tu lui dis, attends un petit peu, je vais revenir, fais-moi confiance. Ah, Il te fait confiance. Départ, à mon retour, oui, oui. Ouais, il te fait confiance, tu reviens, tu le mets capitaine. Donc, il y avait vraiment une émotion, une vraie confiance, vraiment une vraie relation de confiance. On connaît bien entendu aussi l'histoire de Jules Bocandé, comment tu l'as découvert, comment tu l'as aidé durant toute sa carrière, après sa carrière, tout ça. Si tu devais maintenant décrire ton fils spirituel à toi, qui est le joueur, ce serait lequel que tu choisirais parmi tous ceux que tu as conseillés, dont tu as été le mentor pendant toutes ces années? Un joueur qui représente quoi? Le joueur, les hommes? Le joueur pour lequel tu as vraiment eu le plus d'affection durant toutes tes années de présidence? Difficile parce que ça peut pas s'arrêter à un seul. Alors, vas-y, tu as le droit à un choix illimité. Ça peut pas s'arrêter à un seul parce que juste une parenthèse pour parler de Luc Sonor. Ouais. Il arrive au moment où on doit le transférer. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il sait qui le contacte? Paris Saint-Germain de Borrelli. Et à Luc, tu iras pas à Paris. C'est pas un club pour toi. Tu réussiras jamais ta carrière si tu vas à Paris. Ah, me dit, président, c'est bien, moi, à Paris, tous les Guadeloupéens, il y a tous mes amis là-bas. J'ai dit, oui, oui, t'as tes amis, mais justement, c'est pour ça que je bataille à Paris. Il dit, ah ouais, non, ouais. Je dis, t'iras. J'avais déjà un contact avec, évidemment. Je dis, t'iras à Monaco. Bon, ben, pour finir, il a été à Monaco. Il a jamais arrêté de me remercier. Ah, il l'a pas regretté, ça c'est sûr. Regretté, parce que s'il était parti à Paris avec Jules, bah, bon, à ce moment-là, je veux dire, c'est pas, l'entraînement, c'était pas, comment dire, là où ils ont le camp d'entraînement, c'était dans les boîtes, hein. Ouais. Oui, alors, pardon, donc, pour revenir à l'aspect sur tes joueurs fétiches. mental, difficile. Ouais.
difficile parce que d'autre part, je n'ai pas le droit comment pourrait-on dire, de dire que c'est un garçon qui se détache par rapport à d'autres. En remontant dans mes premières années, des gars comme Michel Ettore, ça c'est des mecs d'une fidélité, d'une droiture exceptionnelle. Après, on peut pas être insensible au charme d'un Robert Pires. Un Robert, c'est Robert, hein, ça c'est quelqu'un d'une sensibilité, d'une disponibilité, d'un état d'esprit d'ouverture humble, humain, et puis d'autres. Parler d'un garçon comme Philippe Asperger aussi, c'est des garçons de grande qualité morale. Mhm. Voilà. D'accord. Et Bon, écoutez, il est bientôt l'heure d'aller déjeuner pour vous. J'ai encore un peu de temps, mais je peux comprendre. On a pris beaucoup moi, de j'ai ton une temps. dernière question, Carlo, de mon côté. Ça me fait toujours peur quand c'est la dernière question. Non, mais c'est une Parce qu'il y question en a parce toujours que après la dernière, il y en a toujours encore 5 ou 6. Moi, bah, j'en ai ça, c'est avec encore une. Michel. Moi, j'en ai encore Avec une moi, après. avec Michel, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a au moins 40 questions derrière. Mais moi, quand je dis que c'est une dernière, c'est la dernière. J'ai vraiment une question qui me taraude, c'est que tu représentes un certain type de président. Et pourtant, dans les années 80, tu vois débarquer des présidents d'un autre genre, Claude Bèze, Bernard Tapie, Lagardère. Comment, toi qui as, à mon avis, une autre façon de voir le foot, comment tu arrives à interagir avec ce genre de profil qui semble assez différent du tien? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je les ai vus arriver. Et là, tu viens de citer 3 profils complètement différents. Là, c'est une bonne question parce qu'il y a la palette. Là, il y a la palette, on peut vraiment, et puis en plus, c'est pas on va dire, des gens, c'est pas banal, hein. Ah Non, non, c'est sûr. c'est extraordinaire. Alors, Claude Bèze, je le vois arriver, je me marre. D'abord, je me marre. Je dis salut, évidemment, je te tutoie tout de suite. Et commence à me dire il bégayait. Ouais. Il disait, moi, tu vas voir, je vais mettre de l'ordre là-dedans. Je dis, qu'est-ce que tu veux mettre comme ordre? Effectivement, un beau jour, c'est lui qui a été le premier à, à faire que les télévisions se mettent à payer les matchs. Ouais. Il a viré les gens d'Antenne 2, à l'époque ça s'appelait Antenne 2. Il les a virés du stade, Manu Militari, les fait sortir par les services d'ordre, et les a virés avec leurs caméras et leur bordel, et les a virés. Et c'est à partir de là que la Ligue et les fédés, les diffuseurs, on a commencé à obtenir des droits d'image. Tapis, c'était autre chose. Tapis, c'est un spécial, c'est quelque chose. Je suis content d'avoir codé un zèbre pareil parce que c'est tout ce qu'on peut imaginer. De l'amitié, de, de l'amitié, il est capable d'avoir de l'amitié. Il était capable de l'amitié pour quelqu'un. Il était capable de se mettre en quatre pour te rendre service. Je le dis parce qu'il me l'a fait, il l'a fait pour moi. En obtenant un rendez-vous chez un professeur parisien quand ma femme a eu des graves problèmes de santé. Et puis, en même temps, d'aller voir l'arbitre pour dire qu'il faut impérativement qu'il gagne, quoi. Ouais, c'est le paradoxe.
Paradoxe. Il dit, il peut être gentil comme tout. Il pouvait être gentil comme tout, agréable, menteur, très, par oubli ou je sais pas, mais menteur quand même. Mais super attachant. Mais il fallait le prendre comme il était, et puis ne pas trop, comment pourrait-on, fallait pas penser bâtir quelque chose de profond avec lui. C'était du ponctuel, avec des réactions extraordinaires, avec le fait de descendre dans les vestiaires et dire à l'arbitre que telle et telle chose c'est pas bien, qu'il fallait pas faire comme ça. Mais c'était lui. Et lui, mais tout sauf con quand même, hein. Ouais. Tout sauf con. C'était des mecs intelligents quand même. Et puis alors, par contre, Lagardère, alors là, on était dans un autre monde, hein. Ça, c'était la classe. Ah, non, Monsieur Lagardère, c'était un monsieur, j'ai jamais tutoyé Monsieur Lagardère. Même si lui il le faisait parce que il était un peu plus âgé que moi. Mais non, Monsieur Lagardère, c'était un grand monsieur. D'accord. Alors, on avait promis la dernière question, elle arrive. Quel est l'héritage? C'est la question qu'on pose à tous nos invités. Quel est l'héritage que tu laisses au football? Quel est l'héritage Ouais, que Oui. tu laisses au football. que je laisse au football? Bon, c'est les gens qui vont le dire, hein. C'est pas moi qui vais dire. Attends, je vais vous Mais, dire que c'était bon, que j'étais bien. mais quand on pense à Carlo Molinari, tu voudrais qu'on pense à quoi? Vraiment, chaque joueur a une réponse différente. Toi, comment voudrais-tu être perçu? Comment je voudrais être perçu? Ben, moi, je voudrais être perçu comme je suis. Alors, et je vais pas être perçu comme. En tout cas, ce que je voudrais, enfin, ce que je pense, c'est que j'ai toujours été très proche et plein d'affection pour eux. Parce que si tu vas être dans le foot, et peut-être pour revenir à la question que tu me posais au départ, je pense que si on est dans le foot, avec toutes les, comment dirais-je, les servitudes familiales, d'affaires, tout ce que ça prend comme temps, dans le cadre du bénévolat, parce que nous, c'était du bénévolat, Ouais. c'est encore, au FCMS, c'est encore du bénévolat, les dirigeants, eh ben, si tout ça n'était pas animé par une passion débordante et sans limite, je pourrais pas tenir. Je pourrais pas tenir. On est là parce que je suis même pas là. C'est même pas normal que je sois là. Tiens. Voilà. C'est même pas normal que je sois là, mais je suis là quand même. Mais ça, c'est un peu de la faute à Bernard Zonier, à Bernard Seurat. Parce qu'il a jamais voulu que je parte et que je quitte mon bureau. Alors, je suis encore de mon bureau que j'ai depuis 2001. D'accord. Ah, donc t'es toujours au siège du FC Metz, là? Toujours. D'accord. Je vais un peu plus tard, hein, parce que je m'accorde quand même le matin. Je vais toujours faire 3 ou 4 courses. Bah, t'as quelques camions à conduire avant d'aller au bureau. J'aimerais bien, mais je les ai vendus maintenant. Non, mais il y a la motocross. Je pense que Carlo veut devenir champion de France, senior de motocross. Et là, il faut s'y mettre un petit peu, quoi. Et si jamais. Mais j'ai les genoux en plexiglas, alors Ah ouais, ouais, moi. qui est cuit, alors. En partant de notre course, tiens, justement, je suis très content. Il y a Romain Fèvre qui vient de Oui. décrocher son titre de champion du monde. Et c'est un mec extraordinaire. C'est un Vosgien, pur dur, Ça, pur et personne dur. n'est parfait, hein. C'est un super garçon. Je connais bien et je suis content pour lui et je suis content pour la France. Voilà les amis. Bah, ce Bon, sera le mot de la merci fin. beaucoup, Merci Carlo, vraiment. je viens à New York, je viens vous voir. Avec Ouais, plaisir, très bien. hein, si tu viens pour la Coupe du Monde, avec grand plaisir, hein. Je vous dois un bon resto pour nous avoir accordé tout ce. Ah, mais j'ai des potes là-bas qui ont des restos. Il s'appelle Vincent, il est, attends, tout au fond là-bas, vers la statue là. Ah, vers Staten Island Ouais. ou Wall Street, d'accord. C'est Ok. des médecins, c'est des gens qui sont de Metz.
Mon père est de Metz, hein, même si, bon, moi je suis de Strasbourg, hein, donc il y a toujours eu cette petite rivalité Strasbourg-Metz, mais parfait. Hein. Ouais. Bah oui, c'est ce que je pense aussi. Ouais. Mais les clubs s'apprécient quand même. Il y a toujours eu des échanges de joueurs, il y a eu des échanges d'entraîneurs. Au final, c'est deux clubs qui adorent se détester, mais je pense qu'il y a beaucoup d'affection entre les deux clubs. Merci beaucoup, Carlo, en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Merci, Charlotte. Merci. Merci, Charlotte. Bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir. C'est la fin de cet épisode spécial, exceptionnel, avec Monsieur Molinari, l'ancien président du FC Metz. On espère que vous avez adoré cet épisode autant que nous. Merci au service communication du FC Metz, Sébastien Gobi, Charlotte Kaiser, de nous avoir permis d'effectuer cet enregistrement. Merci à tous les deux. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec plus de 30 000 fans, comme vous, qui parlent avec plaisir de foot nostalgie. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer. L'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou allez sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web. Vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.